Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Développement socio-économique de la Guinée, plusieurs accords de financement sont adoptés par les députés. Ils doivent entre autres permettre de redynamiser les secteurs d'eau et d'électricité dans notre pays. Lutte contre la délinquance, le comité de suivi des conseils locaux de sécurité et de prévention est mis en place. Sa mission est de coordonner les activités des structures qui œuvrent à réduire la délinquance dans les différentes localités de notre pays. Un nouveau centre de traitement des poissons, l'inauguration vient d'avoir lieu à Conakry. L'infrastructure doit favoriser l'exportation du poisson guinéen sur le marché international. Voilà pour le sommaire. La France reste aux côtés des autorités guinéennes dans la riposte contre le virus Ebola. C'est en tout cas l'ambassadeur qui porte l'assurance devant le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a également reçu en audience le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, sollicite le soutien de notre pays à sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football. Le point avec Ibrahima Keïta. Avec l'ambassadeur de la France en Guinée, les discussions ont porté sur l'appui de la France dans la lutte contre la réapparition de la maladie à virus Ebola en Guinée. Son Excellence, Marc Fomboustier et professeur Alpha Condé ont mis l'accent sur la volonté des deux pays de renforcer l'axe de coopération dans tous les domaines entre la France et la Guinée. Une occasion pour le professeur Alpha Condé de remercier la France pour son assistance dans la lutte contre Ebola. L'entretien a surtout porté, pour l'essentiel, sur l'aide de la France et notamment, mais ce n'est pas le seul sujet, la livraison, vous savez, des kits de protection contre Ebola qui ont été remis hier officiellement au ministre des Affaires étrangères. Mais de façon générale, le président a salué la vitesse de la réaction française. Il a été très touché et le souhait que la France a eu à travers le président de la République française d'être en appui de la Guinée dans cette phase où il faut aller très vite. Et c'est ce qui s'est passé, on est allé vite, on a apporté ces tenues très vite. Et d'une façon générale, vous voyez toute la chaîne qui est la ligne de front pour faire la vaccination, avec le poste médical avancé que nous avons déployé en Guinée forestière. Il y a l'aide que Pasteur apporte aussi, que l'ONG Alima, qui est une ONG française, apporte pour stocker les vaccins. Vous voyez, il y a un déploiement, finalement, une combinaison de forces pour, avec d'autres, l'OMS, bien sûr, l'ONU, peut-être les Américains, être en première ligne et protéger les personnels de santé. Le président est très sensible à ça, il faut protéger les personnels de santé guinéens qui sont en ce moment sur le terrain, parce que n'oubliez pas que lors de la première phase Ebola, il y en a 115 d'entre eux et d'entre elles qui ont été tués par le virus. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et donc l'essentiel de cet entretien, c'est un entretien de gratitude du président de la République de Guinée vis-à-vis de son homologue et vis-à-vis de la France pour le fait qu'elle est à ses côtés aujourd'hui, aux côtés du peuple de Guinée, face à Ebola. Juste après, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience le candidat de l'Afrique de l'Ouest à la présidence de la Confédération africaine de football, conduite par Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football et président de l'Union ouest-africaine de football. La mission du candidat de la sous-région ouest-africaine à la tête de la Confédération africaine de football a été reçue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Durant 3 quarts d'heure de discussion, Augustin Senghor et sa suite ont suivi les sages conseils du président Alpha Condé. Pour cette prochaine élection du président de la CAF, l'Afrique de l'Ouest va en rang serré. Nous sommes venus en tant que fils pour prendre des conseils chez le président Alpha Condé, qui est une référence un panafricain et qui a donné des sages conseils, comme il le dit. Moi, en tant que président aussi de l'UFOA, c'était mon devoir de rapprocher les 3 candidats. Parce que, comme disait le président tout à l'heure, nous sommes 16. Il était important de porter ça au niveau de la CEDEAO, au niveau des chefs d'État, pour faire une évaluation des candidats, pour pouvoir partir avec un candidat unique. Et 3 candidats dans toute l'Afrique. Et c'est la première fois que l'Afrique de l'Ouest
peut avoir la chance de gouverner la première fois la Confédération africaine de football. Et tous les autres, c'est-à-dire toutes les autres zones ont déjà gouverné, sauf l'Afrique de l'Ouest. Pour une sous-région qui n'a jamais brigué la présidence de la Confédération africaine de football, cette fois semble la bonne, surtout avec les sages conseils du président panafricaniste, professeur Alpha Condé. Cette visite entre dans le cadre des prochaines élections à la présidence de la CAF et au poste membre du comité exécutif. Il m'était apparu important dans le cadre de ma candidature au poste de président de la CAF, de venir m'approuver à la source de la sagesse. Aujourd'hui, je pense que le président Condé est une référence, pas seulement en Guinée, mais dans l'Afrique tout entière, un panafricaniste. Et au moment où l'histoire de la CAF est en train de s'écrire, il est important pour nous autres qui voulons briguer cette forte responsabilité de venir nous adresser à nos références, aux personnes qui ont par leur action montré la voie à tous les Africains pour prendre des conseils, solliciter les bénédictions et le soutien. Et aujourd'hui, ce que j'ai pu retenir de tout cela, c'est que le président Alpha Condé m'a fait comprendre qu'effectivement, le football africain a besoin d'un sursaut, mais ça passe par le panafricanisme, par l'unité. Et ça aussi, je pense que c'est un point important de mon programme de campagne. Et surtout, en ce qui concerne la zone ouest africaine, il a insisté sur une chose, sur le fait de fédérer nos actions, qu'on puisse aller vers une candidature unique pour augmenter les chances de l'Afrique de l'Ouest de présider aux destinées de la CAF. Ce que j'ai retenu, je l'en remercie, je remercie le peuple guinéen. A précisé que l'élection du nouveau président de la Confédération africaine de football est prévue le 14 mars prochain. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi à Conakry. La rencontre a permis de parler des nouvelles orientations du gouvernement. Plusieurs secteurs bénéficient d'une attention particulière. Voici le compte-rendu de Bernard Tanguino. C'est la toute première session du Conseil des ministres de la 4e République. Le chef de l'État donne des directives du concept « gouverner autrement ». Professeur Alpha Condé annonce des sanctions pour tout type de défaillance administrative. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a adressé ses vives félicitations aux membres du premier gouvernement de la 4e République et les a exhortés à s'inscrire dans la dynamique d'une meilleure gouvernance. Il les a invités à traduire dans leur comportement et dans le travail le concept « gouverner autrement » qui doit induire une véritable révolution dans les mentalités et dans la culture de chaque Guinéen. Le chef de l'État a rappelé, dans ce cadre, des directives qui doivent permettre de qualifier davantage le travail gouvernemental et insister notamment sur la responsabilité des ministres dans les performances de leurs départements respectifs et sur leur obligation de veiller personnellement au bon fonctionnement de l'ensemble des services relevant de leurs compétences. Le président de la République a déploré les manquements observés dans la gestion de l'agence de navigation aérienne ayant conduit aux défaillances de l'équipement d'aide à l'atterrissage des aéronefs au niveau de l'aéroport de Conakry-Bessia. Il a décidé de l'application de sanctions administratives exemplaires aux responsables de cette situation. Le chef de l'État a instruit le gouvernement d'entreprendre l'élaboration d'un projet de loi réprimant plus sévèrement les hausses abusives et fantaisistes de prix sur le marché, ainsi qu'un autre projet destiné à sanctionner les actes d'insalubrité et de récidive d'occupation non autorisée des domaines et espaces publics. Le chef de l'État a invité à la mise en place d'une commission chargée d'initier une véritable réforme foncière dont la finalité serait de donner plus de garanties aux investisseurs tout en prévoyant des sanctions sévères à l'endroit de fonctionnaires indélicats reconnus coupables de cession illicite des domaines publics. Le président de la République a instruit les départements responsables à créer dans les plus brefs délais une commission pour la gestion des biens immobiliers issus du contentieux franco-guinéen afin de disposer d'un inventaire complet des domaines et bâtiments concernés et en assurer, le cas échéant, le retour dans le portefeuille de l'État. Le chef de l'État a invité les ministres à faire assurer une formation adéquate en faveur des responsables des bureaux de stratégie de développement BSD ainsi que des organes de passation des marchés publics afin de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires à
à l'exercice de leur importante mission. Il a appelé les départements ne disposant pas de BSD à procéder à leur mise en place. Le président de la République a invité à l'organisation de l'audit des régies financières de l'État et à la systématisation des paiements de taxes, impôts et redevances par virement bancaire et chèque barré, de manière à éviter toute manipulation de cash dans le but d'éviter toute forme de détournement de deniers publics. Le chef de l'État a instruit la ministre du Plan et du Développement économique à améliorer les capacités de l'Institut national des statistiques et à veiller à ce que ces productions soient effectivement mises à la disposition des autres départements ministériels, des partenaires de développement et du public. Le président de la République a informé le Conseil de l'accord de la Banque africaine de développement BAD pour une assistance au gouvernement dans un programme d'audit du secteur minier. Il s'est exprimé sur le projet de décret portant statut et organisation de l'Office de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Le ministre de l'Information et de la Communication a soumis à l'approbation du Conseil l'examen du décret portant statut et organisation de l'Office de la radiodiffusion-télévision guinéenne, ORTG. Au terme des débats, le Conseil, après les réserves et observations formulées, a retenu la nécessité d'une réforme institutionnelle de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Cependant, il a invité le ministre à se rapprocher du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre secrétaire général de la Présidence pour relire le statut juridique et proposer au Conseil une entité juridique qui permette d'atteindre les objectifs d'efficacité recherchés tout en envisageant des ressources additionnelles en dehors des subventions de l'État. Le ministre délégué à l'agriculture et à l'élevage a soumis pour examen 3 projets de décret d'application du Code de l'élevage et leur projet d'arrêté d'application. Il a indiqué que ces projets de décret s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre effective du Code de l'élevage. En ce qui concerne le projet de décret portant réglementation des établissements d'élevage et de volailles de production et de commercialisation des produits avicoles, le ministre a indiqué qu'en application des articles 46 et 47 du Code de l'élevage, ce projet de décret réglemente les interventions techniques lors de la création et de l'exploitation des établissements suivants. Les établissements d'élevage intensif et semi-intensif de volailles de toutes filières confondues, les couvoirs d'œufs de toute espèce aviaire, les abattoirs avicoles et établissements de découpe, de transformation, de conditionnement et de congélation des viandes de volaille, les centres d'emballage et de transformation d'œufs, les établissements de transport et de distribution des volailles vivantes et des œufs, les établissements d'import-export et de commercialisation des viandes et des œufs de volaille destinés à la consommation et à la couvaison, les établissements d'import-export et de commercialisation des poussins destinés à l'élevage des pondeuses, des poulets de chair ou des reproducteurs et toutes les volières. Au ministère du Plan et du Développement économique, la chef de département s'exprime sur le processus d'élaboration du plan de développement économique et social 2021-2025. Le ministre en charge des investissements et du partenariat public et privé a quant à lui présenté l'état d'avancement de l'organisation de la première édition du Guinée Investment Forum. À l'action sociale, le calendrier de la conférence nationale annuelle sur la protection sociale est présenté. L'événement se tiendra à Conakry les 10 et 11 mars 2021. Et pendant ce temps, les travaux de la session ordinaire des lois se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté plusieurs accords de financement, je le disais en titre, des accords qui visent à renforcer le développement du pays et à améliorer surtout la fourniture d'eau et de courant électrique. Le point avec Robert Siditolno. Le premier accord de financement adopté à la majorité des députés présents devrait renforcer la desserte d'eau potable dans la capitale Conakry et ses environs. Il s'agit du 4e projet eau de Conakry pour un montant de 170 millions de dollars américains. Cet accord de crédit entre la République de Guinée et la Banque d'exportation et exportation de l'Inde porte sur le renforcement des capacités de production et de distribution d'eau à Conakry. Les 170 millions serviront tout simplement à aménager la prise d'eau, à transporter l'eau brute au niveau de la station de traitement. Maintenant, de la station de traitement, le traitement de l'eau, pour avoir l'eau traitée et transporter cette eau à Conakry, la stocker et distribuer aux populations, le gap servira
faire ces travaux. Et comme je vous le disais, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ce gap-là soit trouvé et que le projet soit réalisé dans son ensemble. Le second accord adopté s'inscrit dans le cadre de financement de 2 projets solaires. Pour un coût global de plus de 20 millions de dollars américains, ces 2 projets solaires portent sur l'électrification et la distribution d'eau potable dans 7 universités guinéennes, mais aussi l'électrification et la réfrigération des intrants dans 20 centres de santé du pays. Nous sommes dans un processus de mix énergétique, mais aussi d'amélioration de l'accès à l'énergie. Donc l'adoption de ces projets nous donne vraiment aujourd'hui des instruments qui vont nous permettre de travailler d'arrache-pied pour électrifier ces universités identifiées, les 7 universités identifiées et les 200 centres de santé. La plénière aura aussi permis l'adoption de l'accord de crédit entre la Banque d'importation et exportation et le gouvernement de la République de Guinée dans le cadre de financement du projet de construction et d'équipement des hôpitaux régionaux à Kankan et en Zéro-Corée, mais aussi des ordonnances promulguées par le président de la République en application de la loi d'habilitation du 3 juillet 2020. Et puis l'année 2020 aura été pour la Guinée une année de plusieurs élections, le référendum, le scrutin parlementaire et présidentiel. Les Guinéens étaient aux urnes. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux fait un état des lieux. Les responsables de l'institution viennent d'échanger avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante autour de plusieurs points dont la gestion des contentieux électoraux. Makeme Dozo. Après le double scrutin du 22 mars et la présidentielle du 18 octobre 2020, les acteurs politiques se réunissent pour tirer les leçons suite aux différentes consultations électorales. Le but est d'amener les acteurs du processus électoral à s'engager dans une gestion pacifique, mais surtout transparente du contentieux, avant et après les élections dans notre pays. L'assurance de ce rapport, c'est que ça permet la visibilité d'une meilleure gestion du contentieux électoral. Parce qu'il est clair que dans la démarche, on ressort clairement les éléments qui font objet de contestation, la formulation des revendications et comment cela est géré. La Commission électorale nationale indépendante est la première institution sollicitée dans cette évaluation technique dans la gestion des litiges électoraux. Un atelier qui pourrait promouvoir un cadre juridique approprié de gestion des contentieux. Cette journée va nous permettre de nous outiller en termes de normes internationales sur la gestion du contentieux électoral, mais aussi de nous prononcer sur le contenu du rapport qui a été fait par un cabinet qui a été recruté par appel d'offres, mais qui a travaillé avec notre département juridique. Donc ça va nous permettre aussi de donner notre avis et de vraiment se prononcer et de valider en quelque sorte ce pré-rapport qui va être partagé plus loin avec l'ensemble des acteurs. Les jours à venir, l'Association des magistrats de Guinée et les représentants de la Cour constitutionnelle seront eux aussi associés aux échanges. Ensemble, ils comptent bâtir les compétences sur la prévalidation du rapport de l'évaluation technique de gestion inclusive des contentieux électoraux. Je le dis également au sommaire, les 10 membres du comité interministériel de suivi des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ont été installés ce jeudi à Conakry. Le comité a pour mission de superviser les activités des structures des collectivités locales du pays. Une action appréciée, vous allez le voir, par les partenaires au développement. Momelamine Kamara. La délinquance juvénile, un des fléaux les plus récurrents dans les collectivités locales du pays. Pour endiguer la pratique, les autorités en charge de l'administration du territoire et de la sécurité ont mis en place le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. À ce jour, 12 conseils locaux de sécurité et de prévention sont déjà opérationnels dans le Grand Conakry et à Zéro-Corée. Pour coordonner les activités de ces structures fêtières, un comité interministériel composé de 10 membres est installé. La première mission qui nous attend ici, c'est de comment rendre opérationnels ces différents conseils locaux de sécurité et de la prévention de la délinquance. Leur opérationnalisation permet aux communes eux-mêmes, au gouvernement, de prendre des initiatives locales de sécurité à travers lesquelles les communes peuvent exercer. Ce comité interministériel prendra donc le relais
pour pouvoir, sur le plan stratégique, orienter les actions de ces CLSPD, qui sont des structures, des instances qui sont très très importantes pour assurer la sécurité dans les collectivités. Pour gagner le pari, l'implication des responsables locaux s'avère nécessaire. Cette initiative pour renforcer la sécurité à la base cadre avec le projet de réforme des forces de défense et de sécurité enclenché par le gouvernement. Je reste convaincu au CLSPD de combler les attentes multiples des populations au point de vue de la sécurité. Il permettra également de dresser des constats sur les résultats des mesures de prévention existantes et de redéfinir des plans d'action pour atteindre les objectifs définis. Par police de proximité, il faut entendre celle-là qui se joue ensemble avec les collectivités, avec les communes. Aujourd'hui, les membres du comité interministériel de suivi de cette CLSPD ont été officiellement installés sur instruction de monsieur le président de la République, relayé par le Premier ministre chef du gouvernement. Le gouvernement et ses partenaires restent résolument engagés à accompagner ce comité interministériel. Ce comité, dans sa mission, veillera au suivi des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes du pays. Lutte contre le virus Ebola, on en parlait dès le début de ce journal. La campagne de vaccination se poursuit en Guinée forestière. Après Gouéké, les agents chargés de l'opération sont arrivés dans la commune urbaine de Zérékoré. Le personnel soignant et les personnes contacts ont reçu les doses de vaccins. Samaratolno. Sur cette terrasse de l'hôpital régional de Zérékoré, une équipe d'agents vaccinateurs contre Ebola a pris place très tôt ce matin. Personnel soignant et personnes contacts se suivent pour recevoir chacun sa dose de vaccin. Nous, les agents de santé, nous sommes plus exposés à ces cas d'épidémie. Donc c'est pourquoi moi, étant un laborantin, et comme souvent je suis en contact direct avec les malades, c'est pourquoi j'ai accepté de prendre le vaccin pour être préparé, pour être immunisé en cas de contact avec un malade positif d'Ebola. J'ai pris le vaccin dans le souci d'abord de me protéger et de protéger tous mes voisins, parce que si je suis malade, je serai obligé de les mettre dans la même situation que moi. Donc je prends mon vaccin pour être en bonne santé, rester en bonne santé et protéger les autres. Depuis le passage de la première épidémie à virus Ebola en Guinée, le dispositif de surveillance des maladies a été renforcé à l'hôpital régional de Zérékoré. Une vigilance qui a permis de détecter très tôt les premiers cas suspects de cette seconde vague d'Ebola dans cette structure sanitaire. Ces cas détectés dès la rentrée et ont été transférés au CTP. Et tous ceux qui sont entrés en contact ont été identifiés tout de suite et les dispositifs déjà préexistants au sein de la structure ont été encore renforcés. Cette campagne de vaccination est couplée à la sensibilisation des populations sur les méthodes de prévention de cette nouvelle épidémie à virus Ebola, mais aussi du Covid-19. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle sur les chantiers de rénovation de 3 écoles professionnelles à Conakry, Zénab Dramé est accompagnée de la directrice adjointe de l'Agence française de développement. Objectif, apprécier l'évolution des travaux. Moussa Komara. C'était une école en ruine il y a 10 ans. Le centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques CEPERTAM a fait peau neuve. Une première depuis sa création en 1978. Pour rentrer ici, c'était tout un problème. Il fallait mettre des passerelles pour faire passer les gens. On ne pouvait même pas toucher le mur. Quand vous touchez le mur, c'était du courant. Donc aujourd'hui, ça nous réjouit à plus d'un titre. Le bloc électricité, mécanique auto, la carrosserie, peinture et les toilettes sont tous rénovés. Un terrain de basketball et un château d'eau sont aussi érigés. La ministre de la formation professionnelle est sur place pour constater la qualité des ouvrages réalisés après plus de 8 mois de travaux. Comme ici, l'École nationale des arts et métiers ENAM est aussi rénovée. Nous avons pu aujourd'hui constater que les travaux avancent et les 2 chantiers à peu près sont à plus de 95% de taux d'avancement. Et on espère très prochainement que
la réception provisoire qui est programmée nous tienne compte des réserves que la visite a eu à faire et que nous, au niveau du département, que nous arrivons à planifier l'année prochaine, c'est-à-dire l'année scolaire 2021-2022, un recrutement dans ces centres. Matoto, les travaux de rénovation de ces centres de formation professionnelle ne bougent pas. On estime à 50%, alors que les travaux ont été lancés il y a 5 mois. La ministre somme l'entreprise d'accélérer les pas. Ces travaux de rénovation sont financés par l'Agence française de développement AFD à travers le projet d'amélioration de la formation et d'insertion dans les secteurs agricoles et des mines PAFISAM. 11 écoles sont concernées et toutes seront équipées. Nous pouvons sincèrement nous féliciter collectivement parce qu'il a fallu du temps, il a fallu de l'énergie, il a fallu motiver et il a fallu surtout faire travailler de tas de personnes pour que nous puissions offrir un cadre, un environnement de qualité pour les apprenants. Cette visite conjointe va se poursuivre la semaine à venir à l'intérieur du pays. Fruya et bouquets sont visés. L'autre bonne nouvelle de ce journal, c'est que des produits de pêche de Guinée pourront bientôt se retrouver sur le marché européen. L'espoir est permis avec ce nouveau centre de traitement de poissons aux normes internationales. L'infrastructure vient d'être inaugurée à Conakry par le ministre des Pêches, Ansoumana Toumani Camara. C'est un pas de plus que la Guinée marque vers la normalisation des conditions d'exportation de ses produits de pêche. Ce nouveau centre de traitement et de conservation de poissons de la pêche artisanale vient allonger ainsi la liste des structures répondant aux normes internationales de commerce de poissons. Il s'agit d'acheter et de pêcher le poisson local, le traiter et vendre une partie aux pays étrangers, une petite partie, mais la majorité sera vendue au marché local. Ce projet pourrait faciliter la négociation du ministère de la Pêche avec l'Union européenne pour la levée de l'embargo sur le poisson guinéen. Le ministre des Pêches, en compagnie de l'ancienne directrice de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, ainsi que les cadres techniques de son département, a officiellement lancé les travaux de cette autre unité de traitement de poissons. Au nom de Monsieur le Président de la République, féliciter El Hadj Ali Sadi pour cet effort inlassable qui fait un plus dans le secteur de la pêche. Notre accès justement à ce marché porteur comme l'Union européenne réside dans notre capacité à pouvoir mettre des structures pareilles en Guinée qui répondent aux normes de qualité universelles. Pour la reprise effective des opérations d'exportation des produits de pêche, des énormes efforts sont consentis sur le terrain par l'État et le secteur privé guinéen. Des inspecteurs de l'Union européenne sont régulièrement à Conakry pour des évaluations. Et avec le Brexit, plusieurs pays du vieux continent frappent à la porte pour un partenariat de pêche avec la Guinée. Passation des marchés, comment réduire les délais et moderniser les procédures? La question préoccupe les autorités guinéennes en partenariat avec l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. 2 programmes de formation en licence et en master seront bientôt lancés. Explication, Mamadou Salioubar. La passation des marchés publics, une étape décisive dans l'exécution des projets de développement. L'autorité de régulation des marchés publics et l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia se donnent la main pour plus de transparence dans la passation des marchés publics. Le partenariat a abouti à la conception de 2 programmes de formation en licence et en master sur la commande publique. La conception de ce programme est partie d'une bonne volonté, d'abord de l'autorité de régulation des marchés publics et aussi une commande du président de la République qui veut aujourd'hui que les marchés publics, à travers la commande publique bien entendu, soit véritablement un levier pour le développement de la Guinée. L'objectif, s'il vous le dit de façon générale, est de permettre à la République de Guinée de disposer des cadres compétents, compétitifs, pouvant mener à bien la mission de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Les 2 programmes seront soumis aux institutions en charge de la certification des curricula de formation. Leur exécution devrait contribuer à la modernisation des procédures de passation des marchés publics. Nous allons commencer par mobiliser
les ressources humaines qui pourront répondre à nos attentes en termes de recherche et de formation. En deuxième position, créer le cadre convivial, naturellement en relation avec notre partenaire, l'ARMP. Une fois lancés, ces deux programmes seront ouverts aux professionnels de passation des marchés publics, puis aux étudiants orientés à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. D'autres informations à suivre sur nos antennes.